Prêt pour l'impact, c'est la question que je pose chaque semaine à une personnalité qui compte dans notre économie. Et cette semaine, je reçois Anne-Charlotte Fredinucci. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente d'Ametra Group. Alors, on va démarrer par une question très générale de présentation. Votre métier, c'est l'ingénierie, c'est ça? Vous produisez pour quel secteur? Présentez-nous Ametra Group. Bien sûr. Alors, Ametra Group est une société d'ingénierie, mais également de fabrication, d'assemblage. On y reviendra. Nous sommes 700 collaborateurs sur 12 sites en France et un site en Tunisie. Notre métier, c'est d'abord le bureau d'études. On commence par concevoir, par dessiner des équipements mécaniques, électriques, électroniques pour l'aéronautique, la défense, le nucléaire, le ferroviaire, le naval, le médical, bref, des industries à forte contrainte et à petite série. Et ensuite, une fois que nous avons conçu ces produits, nous les transférons dans nos usines, une usine en France, une usine en Tunisie, qui, elle, intègre, assemble ces équipements. Intègre, assemble, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous achetons une pièce mécanique, nous achetons des fils, nous achetons des connecteurs, des cartes, tous les composants électroniques qui vont à l'intérieur, et nous assemblons, nous intégrons le tout pour livrer un sous-système, un équipement aux clients. Par exemple, une partie des commandes de vol du Rafale pour Dassault Aviation, des harnais pour le lanceur Ariane, des sous-systèmes de missiles pour MBDA, des bancs de test de cœur électrique pour Safran. C'est ultra varié en fait. Et chaque produit est adapté évidemment au grand ensemble dans lequel il va s'intégrer. Vous avez donné quelques-uns de ces chiffres clés: 750 salariés, 55 millions d'euros de chiffre d'affaires, plus de 200 clients, 3 sites d'intégration, 9 bureaux d'études. Il y a une volonté de diversification. Je vois plus de 200 clients. Et là, elle est un peu liée à l'histoire familiale, je crois. Pourquoi vous souhaitez à ce point diversifier vos clients? Absolument. Je vois que vous avez lu quelques informations sur l'histoire du groupe. Oui. Quand j'ai repris le groupe en 2009, nous traversions une période extrêmement difficile et nous avons eu une grosse chute d'activité. Et mon père, à ce moment-là, est venu me voir et m'a dit: écoute, je crois qu'on devrait fermer l'usine parce que là, on a encore de l'argent pour payer nos collaborateurs pendant quelques mois, pour terminer les contrats clients. Au moins maintenant, on a un peu de trésorerie, on peut déposer le bilan. Et là, je lui ai dit: mais papa, il n'en est pas question, donne-moi les rênes, je suis prête et tu vas voir, je vais sauver l'entreprise, parce qu'on a fait une promesse à nos collaborateurs qu'on leur verserait un salaire à la fin du mois pour qu'ils puissent nourrir leur famille. On a fait une promesse à nos clients, c'est qu'on leur livrerait les équipements dont ils ont besoin en temps et en heure. Et cette promesse-là, on se doit de dépenser chaque goutte de sueur pour l'honorer. Et les difficultés, elles étaient liées à un gros contrat qui s'était terminé, c'est ça? Alors, c'était lié à un ensemble de contrats. En fait, vous vous souvenez, 2008, crise des subprimes, 2009, cette crise des subprimes financières se traduit par une crise économique réelle sur le terrain et par beaucoup de pertes d'emplois. Mais nous étions à l'époque très dépendants de l'aéronautique. Et pour venir à votre question, moi, c'est ça que j'ai retenu. J'ai d'abord redressé l'entreprise avec l'équipe formidable qui était avec moi à l'époque et qui est en partie encore dans le groupe. Et la deuxième étape, une fois que nous avions redressé, une fois que nous étions revenus à l'équilibre, et même en 2011, une fois que nous avions atteint le meilleur résultat historique, mon obsession, ça a été de rendre cette entreprise la plus robuste possible, la plus pérenne possible, pour ne jamais revivre une situation de plan social comme nous avions vécu en 2009. Et pour ça, nous avions deux axes. D'abord, apporter plus de valeur ajoutée aux clients, parce qu'évidemment, plus on apporte de valeur ajoutée, plus on devient, alors indispensable est un mot en tout cas, c'est difficile de se passer la Ametra. Plus on devient proche de nos clients, et plus il est difficile effectivement de se passer de nous. Et le deuxième axe, c'est votre question, c'était la diversification. Ne jamais dépendre d'un secteur, ne jamais dépendre d'une industrie. Et c'est une logique qui est absolument vertueuse pour l'ensemble des acteurs économiques qui sont en contact avec Ametra. Pour nos collaborateurs, quand en 2020, on a connu une baisse très forte dans l'aéronautique, on a pu les replacer sur des sujets nucléaires ou des sujets défense qui, eux, continuaient à vivre pendant la période de la pandémie. Pour nos clients, c'est très vertueux parce qu'en sortant de la pandémie, nous n'avons licencié personne, nous avons gardé les effectifs. Et donc, lorsque l'aéronautique est repartie, eh bien, nous avions encore des effectifs à disposition. Et pour l'entreprise, c'est vertueux, évidemment, parce que ça évite des hauts et des bas économiques. Donc, tout le monde a à gagner à cette diversification. Ouais, on va ouvrir un chapitre sur le secteur de la défense. Déjà, il pèse quel poids dans le chiffre d'affaires d'Ametra? L'ensemble des économies, l'ensemble des industries de défense, qu'elles soient défense terrestre, défense aérienne, défense nucléaire, représentent plus de la moitié de notre chiffre d'affaires. Nous avons tendance à dire, chez nous, la défense que nous appelons défense, c'est-à-dire terrestre, c'est 30%, l'aéro 25%, le nucléaire 25%, et dans le reste, on a le ferroviaire, le médical, etc. Mais si vous extrayez de l'ensemble de ces industries la partie défense, ça représente plus de la moitié de notre activité. Ouais, alors justement, sur ce secteur de la défense, on va écouter tout de suite la question de celui qui était à votre place la semaine dernière, le président du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, Daniel Ball.
Bonjour Anne-Charlotte, heureux de rencontrer une dirigeante d'une entreprise de l'aéronautique, de la défense. Et par rapport à cette activité de défense, j'ai une question. Moi, en tant que banquier, on a souvent été accusé par certains hommes politiques, parfois même par certains journalistes, de ne pas accompagner l'industrie de la défense. Et j'aimerais savoir si vous avez ce même ressenti et si vous croyez vraiment que les banques ont fait des choix par rapport à leur politique ESG de ne pas accompagner une industrie pourtant essentielle en France, qui est celle de la défense. Est-ce qu'il y a des banques qui ne financent pas le secteur de la défense? Est-ce que ça existe encore aujourd'hui? C'est une très bonne question et c'est formidable que ce soit un banquier qui pose la question parce que nous avons vu depuis le conflit entre la Russie et l'Ukraine clairement un changement de position des banques, des fonds d'investissement, des assureurs, des factors. C'est l'ensemble du secteur financier. On ne parle pas seulement des banques, c'est l'ensemble du secteur financier qui avait un biais contre le secteur de la défense jusqu'à il y a 2-3 ans. C'est-à-dire des investisseurs qui classaient l'industrie militaire parmi les secteurs à exclure, qui font ou ont fait marche arrière, c'est ça ? En fait, on a vu plusieurs mécanismes. On a vu d'abord à Bruxelles de grands débats pour savoir de quel côté la défense allait tomber dans ce qu'on appelle la taxonomie. En clair, Bruxelles dit cette industrie ou ce pan d'activité est vertueux ou ne l'est pas, et la défense était en ballottage entre vertueux, non vertueux. Pour l'instant, nous restons dans le secteur des industries qui ne sont pas blacklistées à Bruxelles. Mais il y avait tout un débat. Ensuite, ce débat se traduisait au niveau des banques françaises, que ça soit à leur direction ou que ça soit sur le terrain. Je vais vous raconter une anecdote hallucinante. L'assistante d'un dirigeant d'une entreprise du secteur de la défense s'est vue refuser son prêt immobilier par le conseiller de l'agence du coin parce qu'elle travaillait dans la défense. Évidemment, aucune banque n'a jamais donné ce type de directive. Ce type de consigne, c'était un excès de zèle. Absolument. Ouais. Mais l'agent du coin a pensé que comme sa banque avait dit attention, on va investir dans des secteurs dits vertueux, il fallait refuser ce prêt immobilier à cette assistante. C'était évidemment totalement absurde et aucune consigne n'avait été donnée dans ce sens. Ensuite, mais il y avait quand même des consignes. Mais il y avait cet état d'esprit général. Il y avait cet état d'esprit. Ensuite, il y avait les fonds d'investissement. Les fonds d'investissement avaient pour certains des politiques d'investissement qui excluaient de fait le secteur de la défense. Et quand on a demandé à Ametra au Salon du Bourget 2022 d'intervenir devant des journalistes pour parler de ces difficultés de financement, moi j'ai fait le tour de quelques confrères et j'ai remonté effectivement des problématiques de financement à l'export, des problématiques d'assurance, des problématiques de fonds d'investissement. Donc il y avait des cas concrets. Aujourd'hui, heureusement, on voit que la plupart des banques, des institutions financières au sens large, des assureurs, ont pris conscience que notre secteur d'activité, notre industrie de défense, est une industrie indispensable à la défense de nos valeurs, à la protection de nos valeurs, dans une période où le président de la République nous dit « nous sommes en économie de guerre », nous sommes au moins en préparation d'un éventuel conflit. On n'y est pas encore, mais on voit un pays comme la Pologne qui décide de consacrer 5% de son PIB à la défense. Et puis, les décisions européennes, je vais m'appuyer sur une citation d'une interview que vous avez donnée à nos confrères de l'usine Nouvelle, c'était il y a quelques semaines, mars de cette année. Il faut avoir en tête qu'avant que les annonces des dirigeants politiques ne se traduisent par des commandes ruisselant au niveau des PME, des entreprises de taille intermédiaire, des ETI, il faut compter beaucoup de temps. Défense, c'est un secteur de cycle long. Autrement dit, le plan européen, il vient de 800 milliards d'euros. C'est une dynamique positive. Il n'a pas encore irrigué la filière. Il générera peut-être de premières embauches d'ici 1 an. Est-ce que ça veut dire que vous anticipez que vous êtes dans un plan d'embauche ou de montée en puissance en prévision de ce ruissellement dont vous parlez ? Oui et non. Chez Ametra, si je prends la partie usine, nous formons des câbleurs aéronautiques, défense, et ce métier-là ne s'apprend pas sur les bancs de l'école. Donc, nous voyons une accélération de nos commandes pour la fin de l'année qui s'appuie à la fois sur de véritables commandes de la part de nos clients, mais également sur des prévisionnels liés au plan que nous évoquions à l'instant. Et comme nous avons besoin de 3 à 6 mois pour qu'une personne rentrée chez nous commence à fabriquer même un produit simple, et après c'est plusieurs années pour travailler sur l'îlot des commandes de vol du Rafale de Dassault. Comme nous avons besoin de plusieurs mois, si nous voulons 10 ou 20 câbleurs de plus dans nos effectifs à fin décembre, c'est maintenant qu'il faut s'en préoccuper pour les embaucher avant l'été et faire en sorte qu'ils soient prêts à fin décembre. Donc oui, et en même temps,
on ne peut pas non plus anticiper sans commande. Aucune entreprise ne construit un bâtiment, ne crée des emplois si on n'a pas la certitude d'avoir une commande. Et donc ça veut dire qu'il y a un peu de retard à l'allumage entre la volonté politique et la commande ferme aux industries de la défense? Oui, il y a un peu de retard à l'allumage. Nous voyons par exemple que la commande publique vers les grands industriels, la commande publique de défense vers les grands industriels est plutôt en train de diminuer en 2025 par rapport à 2024 que d'augmenter. Et ça se traduit nécessairement 6 mois plus tard par des diminutions de commandes vers ce qu'on appelle la BITD, la base industrielle et technologique de défense, c'est-à-dire des sociétés comme Ametra. Et dans le même moment, dans la même période, on entend beaucoup de politiques, ministres, chefs d'État, mettre la pression sur l'industrie de la défense en disant il faut accélérer la cadence, il faut produire plus d'obus, plus de rafales, etc., etc. Donc il y a une sorte de contradiction. Est-ce que vous êtes quand même obligé d'augmenter la cadence en ce moment? Alors vous avez complètement raison. Chez Ametra, nous ne sentons pas cette pression des pouvoirs publics parce que nos grands clients sont KNDS, Thales, Safran, Dassault, etc. Nous ne travaillons pas en direct pour les armées ou pour la DGA, la Direction Générale. Mais ça peut être par effet de capillarité. Voilà, ça peut être par rebond, effectivement par effet de capillarité, comme vous dites. Pour l'instant, nous voyons réellement des augmentations de cadence. Ça, c'est une certitude, mais nous ne voyons pas d'accélération liée aux annonces de l'Europe sur les centaines de milliards d'euros qui devraient être injectés dans l'industrie de défense. Ça, nous ne l'avons pas vu et nos grands clients nous disent qu'ils ne l'ont pas vu non plus. Vous avez évoqué l'histoire familiale. Vous avez repris donc, le groupe de Roure créé par votre père Claude de Roure en 2009. Quelles leçons vous en tirez? Et là, je généralise sur l'industrialisation ou la réindustrialisation. Comment maintenir, comment créer des emplois industriels en France? Alors, la première réponse, c'est la passion. Il faut des équipes passionnées qui aient envie de se donner au quotidien. C'est d'abord une aventure d'hommes et de femmes, que ce soit l'industrie ou d'autres activités, bien sûr, économiques. Mais ce que je vois dans nos métiers, c'est que ce sont des métiers très techniques qui passionnent les hommes et les femmes qui y travaillent, que ça soit dans les bureaux d'études, quand on conçoit, quand on travaille sur l'avion à hydrogène de demain, quand on travaille sur un projet, je pense à un de nos clients, Flying Wells, sur des projets de gros ballons dirigeables qui vont demain assurer du transport de bois, de marchandises de façon moins carbonée ou presque décarbonée. Ça, ce sont des projets qui sont tellement passionnants qu'ils embarquent tous les bureaux d'études d'Ametra. Il y a la valeur ajoutée aussi, j'imagine. Bien sûr. La passion est le premier élément. Mais juste je reviendrai à la valeur ajoutée. Pour finir sur la passion, c'est important de dire qu'elle est partagée aussi dans nos entreprises jusqu'aux câbleurs. Si vous voulez, on a récemment fait venir un pilote de chasse du Rafale qui a parlé aux collaborateurs de l'entreprise et qui leur a dit, mais vous savez, moi, quand je suis en l'air en train de mener des actions, des opérations extérieures, il faut que mon avion soit hyper fiable. Et donc, ce que vous faites au quotidien... c'est mon assurance vie. Voilà, ça a un impact sur mon assurance vie, effectivement, ma capacité à survivre, mais aussi ma capacité à mener à bien la mission dont la France a besoin quand on est en opération extérieure. Et après, il nous a passé un film de ces vols. Et évidemment, tous les câbleurs et toutes les câbleuses de l'atelier étaient passionnés, impressionnés. Donc il faut maintenir cette passion. Je pense qu'il faut donner du sens à tout ce que nous faisons au quotidien, que ce soit dans les bureaux d'études ou dans les usines. J'entends cet argument. Chez Ametra. Mais s'il n'y a pas la valeur ajoutée, on peut avoir toute la passion du monde, on ne va pas survivre face à une concurrence étrangère, par exemple. On est tout à fait d'accord. Vous vous souvenez que tout à l'heure, je vous ai dit que nous avions eu pour première stratégie d'apporter davantage de valeur ajoutée à nos clients. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Quand j'ai repris le groupe, on avait un bureau d'études qui faisait des projets mécaniques, des projets de conception mécanique d'un côté, et puis un atelier de sous-traitance électronique de l'autre, où nous recevions ce qu'on appelle des paniers Gardi dans nos métiers, c'est-à-dire nous recevions les composants de la part de nos clients et nous assemblions à façon. Vous voyez bien que d'un côté comme de l'autre, il n'y a pas beaucoup de ponts entre ces activités et puis on n'apporte pas énormément de valeur ajoutée. Donc on s'est mis côté bureau d'études chez Ametra Engineering à remonter dans la chaîne de valeur, c'est-à-dire à prendre des projets de plus en plus complexes avec des métiers nouveaux comme la conception électronique, la conception électrique, comme le calcul, la simulation. Nous avons embauché des docteurs dans un département qu'on appelle Ametra Research pour faire de la R&D en interne. Bref, nous sommes allés de plus en plus loin, de plus en plus en amont
dans les projets de R&D de nos clients. Et du côté usine, pour apporter davantage de valeur ajoutée, eh bien, nous avons là aussi créé un petit bureau d'études en interne pour avoir des ingénieurs immédiatement collés à l'atelier. Nous avons acheté des machines 3D pour, lorsque nous avions des idées d'amélioration, des machines d'impression 3D, pardon, lorsque nous avions des idées d'amélioration dans l'atelier, pouvoir imprimer immédiatement les petits outillages qui permettaient aux collaborateurs de gagner du temps, de réduire la pénibilité à leur poste, même s'il n'y en a pas beaucoup dans nos métiers, mais c'est très important. Nous avons mieux piloté notre supply chain, nos fournisseurs, nous avons mieux acheté, nous avons dit à nos clients que nous n'allions plus accepter les paniers garnis, mais que nous allions gérer la totalité de la fabrication. Et nous avons rapproché les deux entreprises pour proposer à nos clients une prestation complète de l'étude jusqu'à la réalisation, tout en renforçant notre présence dans les pays à bas coût. On continue à créer de l'emploi en France, bien sûr, mais il faut absolument proposer cette présence bas coût à nos clients. Voilà, et c'est ce package global qui est le nouveau groupe Ametra, si je puis dire, qui apporte davantage de valeur ajoutée aux clients. Alors, on va parler de RSE et on va commencer par le S, la question sociale et sociétale. Vous menez un certain nombre de combats, notamment pour la féminisation des métiers de l'ingénierie. Déjà, le constat, on part d'où ? Un petit tiers de femmes dans les métiers de l'ingénierie, moins que ça ? Moins que ça. Aujourd'hui, sortent des écoles d'ingénieurs entre 20 et 23% de femmes. Ça n'est pas suffisant. Et c'était déjà le même chiffre il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans. Donc, on ne voit pas de nette amélioration chez les jeunes femmes en matière de choix de métiers scientifiques. Et ça, c'est tout à fait dommage, parce que dans une société comme Ametra, on ne peut pas retrouver 50% d'ingénieurs femmes si sortent des écoles d'ingénieurs 22% de jeunes filles. Ça n'est pas possible. Donc le premier combat pour la féminisation de ces métiers, c'est un combat qui démarre au collège et au lycée. Aller rencontrer les jeunes, qu'ils soient garçons ou filles d'ailleurs, mais particulièrement les jeunes filles, puisqu'on sait qu'elles ont du mal à choisir ces métiers après, pour leur dire venez dans nos métiers, ce sont des métiers passionnants. Vous êtes partenaire de l'association Bouge ta boîte, c'est ça qui porte un peu ces enjeux-là ? Absolument. Alors Bouge ta boîte, 100 000 entrepreneurs pour aller dans les collèges et lycées parler aux jeunes. Et Bouge ta boîte, c'est une très belle association créée par Marie-Éloi qui a deux objectifs: aider les femmes entrepreneurs lorsqu'elles créent leurs activités, et puis aider les femmes dans les entreprises pour qu'elles aient davantage confiance en elles, puisqu'on voit bien que l'une des difficultés à faire monter les femmes dans les entreprises, c'est le plafond de verre qu'elles s'auto-imposent elles-mêmes. Et c'est ce que Marie-Éloi essaie de faire bouger dans les entreprises. Et effectivement, 100 000 entrepreneurs, c'est là que vous y allez, vous, dans les collèges et les lycées, pour porter la bonne parole, en quelque sorte ? Oui, absolument. 100 000 entrepreneurs, c'est moi qui vais parler aux collégiens et lycéens, et c'est toujours un grand plaisir, parce qu'ils ont des questions qui sont très intelligentes, très pertinentes, et parfois des questions qui sont très naïves, mais qui sont rafraîchissantes aussi. Et qui obligent à se poser une problématique qu'on n'avait pas en tête, quoi. C'est ça. Et c'est bien quand des jeunes disent, mais en fait, vous ne pensez pas qu'il y a des métiers pour les hommes et pour les femmes ? Eh bien non, on va en parler ensemble, mais c'est bien, merci d'avoir posé la question, parce que dans d'autres environnements, on n'ose plus se poser la question, et donc on n'ose plus apporter la réponse, qui moi me semble être la réponse de bon sens, qui est non, bien sûr, sauf à évidemment parler de métiers qui réclament une force physique telle que là, pour des raisons statistiques, on va dire, ça serait plutôt des hommes que des femmes, mais non, merci d'avoir posé la question. Vous avez conscience d'être une sorte de rôle modèle quand vous intervenez dans ces classes ? Je n'aime pas beaucoup ce mot. Pas ce mot-là, pourquoi ? Ce mot me met mal à l'aise, parce que moi, je n'ai jamais eu de rôle modèle dans mon environnement. Je préfère dire que ce sont des hommes et des femmes proches de moi. Je ne parle pas de Simone Veil, que je n'ai jamais connue, qui était certainement une femme formidable et dont le parcours est remarquable, mais je ne l'ai pas connue, donc je ne dirais pas qu'elle m'a inspirée. En revanche, je vois des femmes, des hommes autour de moi qui ont des parcours, notamment d'équilibre vie privée, vie professionnelle, que je trouve particulièrement remarquables. Mais quand vous allez dans une classe, pardon de vous interrompre, vous devenez un peu, entre guillemets, un peu proche. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire, d'un seul coup, il y a une incarnation d'un parcours qui peut inspirer. Et là, l'expression rôle modèle peut trouver son sens. Je vois ce que vous voulez dire, mais pour moi, le côté rôle modèle est trop grandiloquent par rapport à ce que j'essaie d'incarner. J'essaie d'incarner juste une personne qui est à côté de leur professeur et qui vient leur parler et qui se veut la plus proche possible de ses élèves. En revanche, pour parler alors le rôle modèle, je vous ai dit que je n'aimais pas beaucoup ce mot, mais pour parler de la façon dont nous allons à la rencontre des jeunes, il y a également les ambassadeurs de l'ingénierie, qui est un engagement d'Ametra, qui a nommé plusieurs
plusieurs de ses collaborateurs, nous ne les avons pas nommés, pardon, qui a appelé à candidature parmi ses collaborateurs et collaboratrices. Et donc, nous avons des ambassadeurs et ambassadrices de l'ingénierie qui vont dans les écoles d'ingénieurs. Là, c'est plutôt après le bac. Nous allons à la rencontre des jeunes pour leur dire vous allez avoir un diplôme d'ingénieur formidable, vous avez envie d'aller dans la finance, d'accord, mais il y a aussi l'industrie, l'ingénierie, des métiers passionnants. N'oubliez pas ces métiers qui ont besoin de vous et dans lesquels on peut faire des carrières absolument remarquables. Est-ce que le fait je m'intéresse maintenant au E de RSE, l'environnement, est-ce que c'est vraiment un enjeu pour vous, faire baisser l'impact carbone d'une entreprise comme la vôtre? Oui, absolument. C'est un enjeu d'abord parce que ça correspond à mes valeurs. Je n'ai pas envie de laisser à mes 4 enfants, à mes 4 fils, une planète salie avec mes enfants qui pourraient me dire « mais qu'est-ce que tu as fait pour la planète ?» Rien. Donc déjà, à titre personnel, c'est un engagement. Si ça ne l'était pas et que j'étais un peu plus mercantile, je regarderais simplement ce que les collaborateurs et les candidats réclament et ce que les clients et les prospects réclament. Et de toute façon, on ne peut plus aujourd'hui faire l'impasse sur le E de RSE. On est obligé de se poser les questions de bilan carbone. Chez Ametra, nous avons fait notre premier bilan carbone en 2023 avec lecture des résultats et mise en place des premières mesures en 2024. Parce que nos clients nous mettaient une pression. On savait qu'on devait le faire, on avait envie de le faire. Mais le déclencheur a été la réclamation d'un client qui nous a dit « c'est maintenant ». Et on a compris qu'il avait raison, qu'il fallait qu'on le fasse. Et donc, l'audit permet d'identifier les leviers les plus efficaces. Par quoi vous commencez ou sur quoi vous accélérez en quelque sorte pour faire baisser le bilan carbone? Absolument. Nous avons commencé notre audit dans la partie usine. La partie ingénierie viendra en 2025. Dans les usines, je vous ai parlé de la date de création de l'entreprise 1978, ou c'est vous qui me l'avez évoqué, nous avions des bâtiments qui avaient besoin d'un petit rafraîchissement. Donc on a commencé tout simplement par changer les luminaires, changer les ampoules, ce qui a permis de réduire notre consommation d'à peu près 2/3, rien qu'avec sur la partie éclairage. Vous êtes passé en LED, en fait, c'est ça? Exactement. On est passé en LED et on a réduit de manière significative notre consommation. On a également changé les systèmes de chauffage et les systèmes de climatisation qui avaient besoin, là aussi, d'être au goût du jour. Nous avons travaillé sur des ponts thermiques. Il y avait des fenêtres qui étaient particulièrement des ponts thermiques. On a rajouté des joints à l'intérieur. Voilà, tous ces sujets-là qui avaient été mis en évidence. On a également joué sur la température, en été comme en hiver. On a mis des systèmes de contrôle automatisés. On a sensibilisé les collaborateurs de l'entreprise pour leur dire, écoutez, on a offert des doudounes aux collaborateurs de l'entreprise aussi, avec un beau logo Ametra, en leur disant, si vous avez un petit peu froid dans l'usine, mettez une doudoune et en même temps, on protégera plus la planète si on se maintient entre 19 et 20 dans l'atelier. Et idem en été, on ne peut pas mettre la clim à 20 en été quand il fait 30 dehors. Alors, je suis 100% d'accord avec vous sur le fait qu'on ne puisse plus passer à côté de cet enjeu, même cyniquement pour des questions de business. Mais est-ce qu'il faut quand même être en bonne santé financière, je parle de l'entreprise, pour se lancer dans ces investissements-là? Et si c'était l'inverse? Et si, pour attirer les bons collaborateurs, les bons candidats, pour séduire de nouveaux clients et gagner des nouveaux contrats, on n'avait pas besoin d'abord de montrer patte blanche sur l'environnement? Ça devient une vraie exigence sociétale. Donc, bien sûr, vous avez raison, on ne peut pas aller trop loin dans des démarches environnementales si l'entreprise est en difficulté. La première responsabilité de l'entreprise, c'est de préserver sa propre pérennité, ses emplois et de servir ses clients. Ça, j'en suis convaincue. Ce que je veux dire, c'est qu'en 2009, vous n'auriez pas pu le faire. Non, en 2009, on n'aurait pas pu le faire parce que de toute façon, on était tellement pris par sauver l'entreprise, préserver les emplois, servir nos clients, que nous n'avions pas le temps de regarder ces sujets-là. Mais attention, mettre comme prérequis une excellente santé économique avant de se pencher sur les questions environnementales, c'est à mon avis inverser la charrue et les bœufs. Oui, je suis assez d'accord avec vous. Si on continue de rentrer dans le détail des mesures, par exemple, sur les déplacements, la flotte de véhicules, vous travaillez aussi là-dessus? Tout à fait. J'ai commencé par l'usine, mais l'un des principaux chantiers que nous avons lancé, c'est déjà l'optimisation des transports. Je vous ai expliqué que nous achetions des composants, des mécaniques qui venaient de l'extérieur, et puis qu'ensuite nous allions livrer nos clients de ces systèmes. Nous avons cherché à optimiser la logistique de ces achats et de ces livraisons chez les clients. Parce qu'on se rend compte que si on s'organise un petit peu mieux et qu'on fait une livraison par semaine plutôt que 2,
eh bien, on diminue presque de moitié notre bilan carbone sur le fret. Et comme nous avons également une usine en Tunisie, les allers-retours entre la Tunisie et la France ont été aussi travaillés pour optimiser les dépenses carbone. Ouais. Qui contrôle ? Parce que là, il y a beaucoup d'actions qui sont mises en œuvre. Donc, comment vous évaluez vos progrès pour pouvoir éventuellement faire encore mieux dans quelques années ? Alors, in fine, c'est moi. Ouais. Mais nous avons évidemment cherché à avoir des indicateurs extérieurs. Nous sommes, par exemple, certifiés EcoVadis. Nous avons été EcoVadis Silver jusqu'à ce que EcoVadis remonte sa notation. Nous sommes repassés bronze. Et là, toute l'équipe d'Ametra est en train de pédaler pour que nous repassions Silver en 2025. C'est notre objectif. Donc, déjà, les certifications extérieures. Nous sommes également labellisés UIMM engagés responsables. Ça apporte un regard extérieur avec des critères, avec des notes, avec des évaluations. Ensuite, dans l'organisation, il faut que ces sujets soient suivis au niveau du CODIR, j'en suis convaincue. Si vous prenez un apprenti, absolument. Si vous prenez un apprenti, ce que nous avons fait par ailleurs, nous avons engagé une jeune femme apprentie qui gère ces sujets au quotidien, mais si vous ne les remontez pas au niveau du CODIR, ils ne sont pas pilotés correctement. Donc c'est votre responsabilité. Donc c'est ma responsabilité avec un membre du CODIR qui est dans chacune des branches qui a été désigné et qui pilote ces sujets de RSE. Merci beaucoup Anne-Charlotte Fredinucci et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Startup.